Les régions de France recèlent de trésors et de saveurs exceptionnelles. Nous allons vous emmener à la rencontre de passionnés du goût, des chefs à la recherche de produits authentiques, qui entretiennent des relations privilégiées avec leurs pêcheurs ou leurs maraîchers. Du port de Ploumanac au champ de la montagne Sainte-Victoire, même les plats qui semblent les plus simples dissimulent un savoir-faire et des astuces qu'un jeune chef prometteur va vous dévoiler pour revisiter la recette de la ratatouille. Nous irons ensuite en Camargue, célébrer le mariage de la vigne et du taureau, dans un château où tous les ingrédients possèdent un caractère forgé par le soleil et le vent. En Lorraine, nous vous ferons découvrir une recette originale de foie gras de canard, mélange surprenant et savoureux du chutney de mangue, avec l'onctuosité du foie gras. Avec les premières neiges, nous vous emmènerons en Savoie déguster le fromage de chèvre qui vient habiller des pois rôtis. Le long des côtes bretonnes à Perros-Guirec, Daniel Jacquin est un jeune chef étoilé qui vient régulièrement à l'arrivée des bateaux de pêche, à Ploumanac. Et en particulier celui de Didier qui remonte de ses casiers, des homards à la fois superbes et délicieux. Quand même une richesse à quelques pas de nous. Il y a une richesse dans le fond marin là, qu'on préserve, qu'on veut préserver. Parce que le poisson, il est tellement frais que même il faut presque attendre le lendemain pour qu'il rassisse un peu parce qu'il n'a pas traîné dans la glace, il n'est pas cuit par la glace. Il est bien brillant, les yeux sont bien rouges, les ouïes. C'est magnifique comme à regarder le poisson. On a presque envie de le manger cru dès qu'on le voit avec le pêcheur. Déjà, je vois les homards bretons. Par rapport au homard qui vient quelquefois d'Irlande ou d'Écosse, le homard breton a beaucoup plus de chair. C'est très important parce que c'est la matière première qui fait tout l'honneur de notre cuisine. Parce que s'il n'y a pas le bon produit, la bonne matière, le bon producteur, le bon pêcheur qui travaille avec amour le produit, c'est tout de suite plus dur pour nous. Et quand le produit il est au top, on n'a pas grand-chose après à l'agrémenter. Le produit en lui-même lui suffit pratiquement. Salut Didier, ça va ? T'as fait bonne pêche ? Avec Daniel, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est vrai que nickel. Hein. Ouais, combien de pêcheurs vous êtes au port de Ploumanac maintenant, Didier ? Là, 4 ou 5. 4 ou 5. Il y en a un qui arrête cette année. Là. C'est vrai que c'est pas beaucoup quand même, parce qu'il y a une belle ressource quand même encore. Et t'as combien de casiers, Didier, pour... La période, la grande période, le maximum, quoi. On est autorisé, 200. Par exemple, Didier, quel âge a à peu près un homard comme ça ? A priori, il doit faire dans les 550-600 grammes, il doit faire 600 grammes. Il doit avoir dans les 6 ans. Moi, je penserais que ça serait c'est... 100 grammes par an. Ah oui ? Qu'un homard prendrait 100 grammes par an. Il y a autrement la différence entre le mâle et la femelle, tu vas nous expliquer ça ? Justement, c'est ce que je prenais là. Tiens, si tu peux le tenir inversé. La queue du mâle est moins large que la femelle. La femelle a la queue plus large. Le bleu est un peu comme les martins pêcheurs là. C'est quand même une belle richesse quand même qu'il y a à côté de nous là quand même. Hein. Ouais. Belle bestiole. Alors donc les homards, il faut qu'ils soient bien vivants parce que pour qu'ils soient le plus plein possible les homards. Et puis là vous voyez donc la qualité de la fraîcheur du homard, c'est dû à ces antennes qui sont très très longues. Donc je vais faire la recette du homard breton rôti au four, au beurre salé, suivi de ses pinces en ragoût. Pour le ragoût, les pinces en ragoût, il nous faut quand même les légumes, le coco de Paimpol, l'artichaut, le chou-fleur, l'échalote, tomates, thym, laurier et un tout petit peu de légumes verts pour la déco. Donc pour le coco de Paimpol, donc, nous allons prendre l'oignon, le laurier, le thym et les clous de girofle. Donc voilà, hop, on émince l'oignon. Donc on va prendre l'oignon, excusez-moi, voilà l'oignon, le laurier, le thym et clous de girofle. Donc nous allons mettre tout ça dans la casserole pour faire le bouillon pour les cocos. Voilà, hop, là les cocos, je les ai rincés un peu sous l'eau pour qu'ils soient propres. Voilà, donc je les mets à cuire dans la casserole. On le démarre à l'eau froide, salée. On les retirera du feu au bout de 10 minutes, un quart d'heure. On les laisse reposer pour pas que l'écosse craque. Donc ensuite, nous allons passer à l'artichaut. Donc je vais le donner à Fabrice
à défaire, le fond d'artichaut. Donc il faut bien enlever la queue de l'artichaut. Et il faut faire cette formule-là, pas avec le couteau, parce que c'est surtout pour bien enlever les fils. Parce que le plus important dans l'artichaut, dans le fond d'artichaut qu'on va récupérer, c'est qu'on ne retrouve pas les fils dans la bouche, parce que c'est très désagréable et les fils là sont très durs. Donc là, on va tourner le fond d'artichaut. Il faut aussi le citronner. Donc on va le citronner aussi pour pas qu'il oxyde, pour que ce soit plus joli dans l'assiette. On laisse tout, on laisse le foin tout dedans. Voilà, on laisse tout ça. Voilà, on laisse cuire pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. Tout dépend de l'épaisseur, parce que sachant que c'est des artichauts quand même bretons, ils sont quand même très durs à cuire. C'est des durs, comme les bretons. Donc le homard. C'est vrai qu'il faut bien prendre au centre là. Ensuite, il y a même un trait qui est tiré, toujours. Voilà, donc voilà le homard, l'intérieur du homard. Il faut penser enlever l'intestin. Il faut enlever aussi la poche des yeux. Je vais casser les pinces sans écraser non plus la chair. Donc il faut donner un petit coup sec. Il faut mettre les 2 pinces de homard dans de l'eau salée. Voilà, nous allons laisser cuire environ 10 minutes. Voilà, donc ça cuit tout doucement. Ensuite, nous allons mettre le beurre salé sur le homard. Donc du beurre salé, des noisettes de beurre, tout simplement. Le homard, nous allons le cuire dans un four à chaleur tournante, je conseille, parce que le gris, ça va trop abîmer la chair. Donc à 200 degrés environ, 200, 250, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Tout dépend de la taille du homard. Si le homard fait 600 grammes, comptez 12 minutes pour être rassuré. Donc, quand le four est chaud, surtout quand il est chaud, mettez pas dans un four froid, il faut l'enfourner à 200 degrés pendant 10 minutes environ. Là, c'est la sauce du ragoût. Le même principe qu'une soupe de poisson, mais c'est fait avec des crustacés, c'est une bisque de homard. Donc là, la cuisson des pinces, ça va être OK. Donc, on va stopper la cuisson. On va débarrasser les pinces de homard. Donc les pinces de homard sont cuites. C'est cuit tout simplement. Là, c'est la cuisson banale du homard froid, du homard mayonnaise. Donc on va laisser refroidir un peu les pinces. Ensuite, quand elles seront froides, elles seront plus faciles quand même à décortiquer. Donc c'est la réduction beurre blanc qui va servir pour accompagner le homard rôti. On rajoute le beurre. Voilà, pour le beurre blanc, voilà, hop. Après, on incorpore morceau par morceau. Voilà. Donc le beurre blanc, donc on va le passer. Et donc là, le beurre blanc, il est terminé. Nous allons le réserver quand même au chaud. Vous pouvez le réserver même au bain-marie, c'est quand même plus facile. Comme ça, vous ne prenez pas de risque le temps que le homard se cuise. Un tout petit peu d'herbe du jardin pour décorer, la fleur de capucine et la sauge. Et on va ajouter le beurre blanc. Comme ça. Donc tous les légumes ont été cuits là. Donc je vais les mettre dans la petite casserole qui va servir pour mijoter la pince qui est du homard. Voilà. Ensuite, je vais mettre les pinces de homard. Voilà. Donc elles ont été décortiquées. Voilà. Le jus de crustacés que nous avons fait avec les carcasses que nous avions en mise en place. Donc on va ajouter. Voilà, c'est pour faire le ragoût les pinces en ragoût. Voilà. Et on laisse mijoter environ 2 minutes, pas plus. Donc on va dresser le homard. Vous voyez, après on prend une écumoire, soit quand même pour essayer de prendre le geste simple pour gagner du temps quand même pour le dressage. Voilà. Et je vais décorer un tout petit peu d'herbes aromatiques que vous pouvez trouver dans votre jardin ou bien sur le marché. Il ne faut surtout pas masquer encore à nouveau le produit. Épluche de cerfeuil, ciboulette, un
petit peu de fleurs de capucine. Voilà. Capucine et pensée. Et là, bon appétit. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, Ronan Dufay a grandi au milieu des bouquets d'herbes aromatiques et des légumes généreux. Il en connaît toutes les subtilités pour nous proposer une recette simple, mais passionnante. Nous, à côté d'Aix-en-Provence, avec la Sainte-Victoire en vue, on est entre parenthèses, entre terre et mer. C'est-à-dire que entre terre et mer, entre le poisson, entre les viandes, comme en ce moment, par exemple, c'est la période du gibier, on a l'opportunité et la chance d'avoir du thym, du romarin, du fenouil sauvage, du laurier, et on a tous ces éléments qui font automatiquement que notre cuisine est, je vais pas dire plus parfumée que les autres, mais qui a du goût, qui a du parfum, qui a de la saveur. Et c'est ça que la clientèle recherche et c'est notre plaisir. Monsieur Guéral est maraîcher à Campagne-Bachasson, à quelques centaines de mètres du restaurant, et Ronan sait que ce sera un sans faute. On fait que des légumes de saison, quoi. On suit les saisons. L'hiver, on n'aura plus tout ça. Non. Alors les poivrons. À partir d'une commande, le lendemain, ça sera en cuisine, chez eux. Il n'y a pas de perte de journée en transport, en frigo, c'est pas entreposé dans des... Voilà. Justement, l'aubergine, quand on voit qu'elle est bien fraîche, elle est bien brillante. Elle est bien brillante, bien noire. C'est une qualité de fraîcheur qui se voit automatiquement. Je pense que tout ce qui pousse en sol, ça a un goût quand même meilleur que tout ce qui est hors sol. Il y a beaucoup de cultures maintenant qui se font hors sol, quoi. Ça pousse plus dans la terre. Bon, la terre, c'est la terre, quoi. Si on a comme ici des produits qui sont de qualité et qui ont du goût surtout, on doit arriver logiquement à la fin à une recette qui ait du goût. Très bien, merci beaucoup. Tous les légumes pour la ratatouille. Voilà. Okay. Il n'y a plus qu'à la cuisiner. D'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Alors, nous allons commencer à faire le tri dans les légumes. Donc on va faire une recette pour 4 personnes. Donc on compte 4 courgettes, 3 aubergines, un poivron rouge, un poivron vert, 3 tomates, quelques gousses d'ail et 3 oignons. Voilà. Le principe d'une ratatouille, c'est qu'on fasse à peu près, grosso modo, la même quantité de légumes pour chaque, que ce soit en courgettes, en aubergines, en poivrons, en tomates et en oignons. C'est le principe. Si on dit ratatouille, au plus ancien, c'était une compotée de légumes, en fait. À la base, c'était une garniture, entre parenthèses, de pauvres, parce qu'en fait, les paysans récupéraient tous les légumes qui traînaient à droite et à gauche, et ils mélangeaient tout ça, ils cuisaient tout ça ensemble, et voilà, ce qui a donné petit à petit la ratatouille. Bon, maintenant, c'est spécifiquement certains légumes. Et là, pourquoi poivron rouge, poivron vert? C'est surtout au niveau de la couleur, pour jouer au niveau de la couleur. On va commencer par les aubergines. Voilà. On les épluche, parce que le problème de la peau de l'aubergine va donner de l'amertume à la recette, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la retirer. Petit détail au niveau des aubergines, c'est bien de ne pas prendre des aubergines qui soient trop grosses pour éviter qu'il y ait des pépins à l'intérieur. Donc le principe d'une ratatouille aussi, c'est à peu près, je dis bien à peu près parce qu'après tout dépend, certains légumes de la ratatouille sont beaucoup plus longs à cuire. Par exemple, il y a 2 façons de cuire la ratatouille. Soit, comme on va le faire, on va cuire tous les légumes à part et on va les rassembler ensemble pour les finir de les cuire. Soit sinon, l'autre façon, c'est de les cuire petit à petit. Et ça, c'est vraiment
l'ancienne façon de cuire la ratatouille. Elle a tendance malheureusement à perdre automatiquement de sa saveur puisqu'on va mettre certains légumes en début de cuisson qui vont perdre beaucoup de leur saveur. Voilà. Et on finit par les tomates. Là, c'est vraiment pour faire une concassée de tomates. C'est-à-dire tout simplement, on détaille en bandes et après on coupe. Toujours le même principe, essayer de garder la même taille à peu près pour tous les légumes. Et on a besoin aussi pour la ratatouille, après avoir cuit tous les légumes, on a besoin d'un petit peu de sauce tomate ou de coulis de tomate. Donc vous pouvez très bien faire à la rigueur vos tomates la veille, au soir, faire une sauce tomate et on verra, je vous montrerai tout à l'heure, on la mettra en fin de cuisson pour mélanger tous les légumes ensemble. Voilà. Les oignons, les poivrons, les aubergines, les courgettes, le concassé de tomates, le laurier et le basilic. Et après, on rajoutera au moment. Voilà. Donc, on va commencer à mettre en cuisson. Donc, huile d'olive. Pas hésiter à en mettre parce que tous les légumes de la ratatouille ont quand même tendance à énormément pomper de l'huile. Une dernière chose qui est quand même assez importante dans la ratatouille, c'est avant de la mettre en... Vous verrez, avant qu'on la mette en fin de cuisson, on va rajouter dans la ratatouille un morceau de poitrine fumée. Ce qui va permettre de rajouter une saveur en plus dans la recette. Donc, du sel, du poivre et les herbes de Provence. Les aubergines. Pareil, du sel, du poivre et des herbes. On va leur donner une première cuisson. Même si, après les avoir fait sauter à la poêle, ils sont un petit peu craquants, c'est pas important. Puisque après, on va les faire, ensuite, on va les mélanger tous ensemble avec un petit peu de sauce tomate. Et justement, on va finir la cuisson au four. Qui va justement avoir une cuisson beaucoup plus puissante qu'à la poêle. Donc voilà, pour les oignons, on est bon. Alors, petite particularité, le basilic, on va en mettre une partie en début de cuisson et une autre partie en fin de cuisson parce que le basilic va parfumer la ratatouille aussi, mais il vaut mieux le mettre, en garder un petit peu pour la fin, tout simplement parce qu'à la cuisson, automatiquement, les herbes fraîches potagères vont perdre beaucoup de leur saveur. Pour les tomates, n'hésitez pas, suivant la saison, elles ont tendance à être un peu acides, donc n'hésitez pas à rajouter une petite pincée de sucre. Et pareil pour la sauce tomate, quand vous faites une sauce tomate, n'hésitez pas à bien rajouter du sucre. Ça permet d'éviter les brûlures d'estomac. Donc là, on va laisser un petit peu égoutter tous les légumes. Comme je vous disais tout à l'heure, à part la veille au soir avec l'intérieur des tomates, vous faites un petit coulis de tomates, tout simplement. Et après, on va rajouter tous les légumes dedans. On rajoute donc, comme je vous disais, un morceau de lard, des feuilles de laurier et on remet un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. On mélange un petit peu, juste pour commencer à avoir un mélange de parfum. Voilà, à partir de là, on va mettre au four à peu près pendant 1 heure à, on va dire, 180-200 degrés. On va laisser cuire. Donc on va faire la cuisson au four, donc pendant 1 heure. Le principe du four, c'est que c'est une cuisson qui va être, ça va être automatiquement une chaleur tournante et ça va être une cuisson beaucoup plus rapide que si on le fait que seulement à la poêle ou en mélangeant tous les légumes parce que automatiquement, ça va vraiment garder un maximum de saveur. Et voilà le résultat 1 heure après. Allez Florent, viens, on va goûter la ratatouille.
la dernière touche. Oui, importante, j'en avais parlé tout à l'heure. On rajoute, quand ça sort du four, et le basilic. Voilà, le plaisir il est là. Maintenant un bon appétit et une bonne dégustation. Excellent. Plus à l'est, en Camargue, à Garrigues, c'est le domaine du château de Roumanière, où la famille Gravejal achève ses vendanges dans la fièvre et la passion que génère un vin de caractère. Nous allons découvrir le mariage du Garric, l'appellation AOC du domaine qu'accompagne une gardienne de taureaux. Mathieu a grandi au milieu des vignes familiales. Sa passion, vous vous en doutez, c'est le vin. C'est réellement une passion et depuis tout petit, je baigne dans mes vignes, dans mon vin. Et c'est une réelle passion, quoi. Je ne veux rien en changer pour rien au monde. C'est quelque chose qui me tient aux tripes, on va dire. On ne peut pas faire un grand vin avec n'importe quoi, c'est impossible. Il faut que la matière première qui est le raisin soit saine, on le bichonne toute l'année. C'est comme un bébé qu'on met au monde, c'est exactement pareil. Et ça se répète chaque année. Nous sommes à la fin des vendanges et Mathieu travaille encore sur son vin pour le décuvage qui achève le pressage du raisin. À la fin de la première macération, le décuvage va permettre au raisin de livrer ses derniers arômes en le pressant une dernière fois. Plonger dans les cuves n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien la main de l'homme qui participe à la vinification. On remonte les mares et ils seront ensuite distillés pour participer à l'élaboration d'eau-de-vie, dont souvent les vignerons gardent le secret. Dans le domaine, toute la famille participe à l'élaboration du vin. On le déguste, on l'affine dans la cave pour être sûr d'être le plus proche de l'esprit du château. On déguste aujourd'hui pour marché danois. Donc à chacun de donner son avis. Pour savoir s'il faudra affiner ou pas. L'avant-vendange, notamment, c'est quand même assez douloureux parce qu'il y a toute cette préparation, ce stress, ce devenir qui est pratiquement immédiat à savoir ce que va être le vin, la nouvelle récolte. C'est quand même assez particulier. Une fois qu'on est rentré en période de vendange, on commence un petit peu à le prendre beaucoup plus sereinement parce qu'on est lancé. Quand on goûte un vin, on ressent l'environnement végétal parce qu'aux périodes les plus chaudes de la journée, il y a une évacuation et par brume, par petits halos de brume des parties odorantes de la garrigue qui inévitablement vont sur les grappes de raisin qui sont en train de mûrir. À la base, c'est vrai qu'on connaît nos vins et c'est vrai qu'on essaie toujours de tendre vers une réalisation de plats, entre autres, qui peut s'adapter. Nous suivons Cathy dans ses cuisines. Et ce, pendant 24 heures. Ensuite, on égoutte la viande et on la met à roussir avec un peu d'huile d'olive, très peu, un petit peu de lard, des oignons, du moins 2 gros oignons et pas mal d'ail, du sel de Camargue, du laurier, des baies de genièvre, des fleurs de thym émiettées, du vin rouge AOC et du marc du Languedoc, du riz de Camargue pour compléter la préparation. Alors, je vais égoutter la viande. Bon, il faut compter 250 grammes par personne.
Donc on va faire fondre le lard avec l'huile. On va laisser fondre l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide et ensuite on ajoutera la viande. Alors pour l'instant, je vais mettre le riz dans de l'eau bouillante et on va le faire cuire à petit bouillon. Et on va faire revenir à feu vif. Je vais mettre les feuilles de laurier, le thym, et on va laisser doucement évaporer le jus et faire frémir un peu la viande. Il faut qu'elle soit légèrement roussie, mais pas trop non plus. Il faut impérativement avoir une casserole assez ouverte, de façon à ce que l'évaporation soit plus rapide. Certains même le font dans des poêles, on va dire, un peu grandes, pas très hautes, de façon à ce que l'évaporation aille encore plus vite. Mais bon, ce type de cocotte en fonte, c'est l'idéal, pour moi. Ah, ben voilà. Mon sauveur. Mon petit. Merci. Allez, on va flamber. Alors, je vais flamber au marc du Languedoc. Ensuite, sur les 5 litres de vin que j'avais mis dans la marinade, il ne reste que ça que je mets dans la préparation. Et je complète avec le vin rouge jusqu'à ce que la viande soit recouverte. Voilà. Et ensuite, on va laisser monter en température pour qu'il y ait une grosse ébullition. L'écume qui est en train de se former, c'est l'alcool en évaporation. Donc, l'alcool du vin. Donc, je le fais flamber. Les olives noires, on rajoute un peu de thym et on va laisser cuire à feu doux pendant 6 heures. On va faire évaporer toute la partie, d'abord dans un premier temps l'alcool et ensuite par la cuisson lente, l'eau contenue dans le vin va s'évaporer puisqu'il y a quand même une partie de liquide assez importante. Et il va rester une concentration de vin avec les arômes qui vont avec. La cuisson est terminée. On va bientôt passer au service. Donc j'arrête le feu doucement. Alors au niveau des saveurs, c'est très particulier parce qu'on est sur les notes de garrigue. Puisqu'en fait, il n'y a pas de légumes. Donc, on a l'olive noire, on a le thym, on a le laurier, le vin, qui se révèle un excellent compagnon de cuisson. Et c'est un plat tout simple, mais il faut beaucoup de temps, puisque la cuisson, à peu près, se réalise sur Robert va servir.
Dans les collines de Lorraine, nous allons découvrir que le Sud-Ouest n'a pas l'exclusivité du foie gras. Jean Ponsard le propose avec succès à sa carte, mais il suit attentivement le parcours des canards. Ici, nous sommes à Cézeray, à 7 km de Belleville. Pourquoi je viens ici? Parce qu'en étant sur place, on sait comment les bêtes sont traitées et on connaît la qualité que l'on va avoir. L'avantage de la proximité, c'est la fraîcheur. Parce Ben, qu'une fois qu'il est travaillé frais, c'est mieux. moi, c'est sûr que quand la bête est abattue, on a le foie gras le lendemain, on a quelque chose, on a automatiquement un très beau produit. C'est des canards que pour l'instant je n'élève pas, qui arrivent à 14 semaines, qui font 4 kilos et qui sont gavés 14-15 jours. Oui. Les animaux qui arrivent doivent être bien en condition. Oui. Ils doivent faire un certain poids. Et sanitairement, ils doivent être en bon état. Ils doivent avoir été élevés au dehors avec des céréales. Parce qu'il faut un peu que ce soit des athlètes. Parce que ce qu'on va leur demander après, c'est qu'ils soient en forme en arrivant au gavage. Tremper à l'eau tiède, et voilà. Alors le matin pour le soir, on prépare, et le soir pour le lendemain matin. D'accord. Voilà, on les goûte. Oui. Et puis voilà, il est prêt à être consommé. Donc pendant les 14 jours, il ne mange que ça. Que ça. Et pour le gavage, c'est une fois par jour? 2 fois. 2 fois par jour. Ah oui. À heure régulière. Le matin et soir. Sylvie, maintenant que vous avez eu la gentillesse de nous montrer un petit peu l'élevage, nous parler du gavage, nous montrer les bêtes, nous, il nous reste aussi du travail à faire. On va s'en retourner au restaurant, à la cuisine, et puis on va faire notre recette. J'avais demandé aussi canard colvert, et puis encore aussi autre chose. Et un faisan. Ils sont plumés. On va s'occuper de faire la terrine de foie gras. Qu'est-ce qu'on a dit comme accompagnement aujourd'hui? Chutney de mangue à la bergamote. Alors là, je parlais de foie gras tout à l'heure pour notre recette de foie gras, donc les beaux foie gras qui viennent de la région. Alors qu'est-ce que tu vas faire là? On va dénerver le foie gras. On va commençant du haut, c'est là où il y a le plus gros du nerf, de manière à bien suivre, sachant que les nerfs font une araignée à l'intérieur. Les nerfs partent de là, descendent, et il y a des ramifications dans tout le lobe qui partent de tous les côtés. En sachant que le nerf devient de plus en plus fin, très difficile à attraper, il casse. On prend à la base le plus gros du nerf, et en tirant légèrement dessus, on va suivre toutes les ramifications. Je prépare les petits ingrédients qui vont aller dans le foie gras, c'est-à-dire sel, poivre, poivre du moulin, poivre du Séchouan. C'est quelque chose qui est très aromatique, mais qui n'est pas fort au goût. C'est simplement pour parfumer légèrement le foie gras. Donc là, je passe les nerfs au tamis, de manière à récupérer tout le foie gras qui est plus resté dessus. Toujours pour éviter la perte. Là, on va agrémenter pour lui enlever un petit peu d'acidité et donner un peu de saveur. Muscabaume de Venise. Vin liquoreux de la vallée du Rhône. Après, on va saler. Un petit coup de moulin à poivre. Un peu de poivre du Séchouan. Non mais juste un petit peu, hein, faut pas que ça domine. Alors là, je commence à mouler mon foie gras. Un petit coup de sel poivre. Je peux avoir le papier film. Parce qu'on a une façon de cuire le foie gras. Moi, j'aime bien le cuire comme ça. Mettre là, bien le remouler aussi. Là, on met un petit coup de sel poivre.
Alors là, je vais pouvoir lui donner une forme un peu cylindrique. Ça fait que de cette façon-là, il va bien garder tous les arômes à l'intérieur. Alors là, on va le ficeler pour que ça ne se défasse pas à la cuisson, hein. Et il faut surtout bien fermer, parce que si on ne ferme pas bien, ça risque de glisser et on se retrouve avec des problèmes. Voilà, là, il est prêt à cuire. On va aller voir la température. Là, on est à 60 degrés. On va attendre d'être à 70. Et on le pochera à ce moment-là, simplement 25 minutes à 70 degrés. Là, le petit chutney de mangue, il est en train de se mettre à température ici. Il est en train de fondre. Mangue coupée en tout petits morceaux. Un peu de sucre. Une petite pointe de vinaigre. Avec celui-ci, on met du vinaigre blanc. Et la bergamote, qui, elle, va rappeler un peu notre région. Il vaut mieux mettre de la liqueur, c'est un peu plus doux. Et ça lui donne un petit goût de citron, citronnelle parfumé, hein, la bergamote. C'est tellement délicieux. Faut pas en mettre de trop, faut pas que ça domine, hein, parce qu'il faut être très prudent avec le produit-là. Là, je vais arrêter mon gaz en dessous. On va le mettre au minimum. Je vais plonger le foie gras. Voilà, comme il est. C'est à 70. On pousse là sur la plaque chauffante. Je vais mettre ma petite minuterie, mais ça sur 25. Nous voilà tranquille pendant 25 minutes. Le foie gras, il a son goût bien particulier qu'on aime bien, mais il faut toujours, à mon avis, mettre un petit condiment à côté. Ça devient un condiment pour faire des transitions de saveurs. Alors on va avoir ce petit côté sucré, acidulé. Ça apporte la petite touche de... Hein, le petit côté qui réveille un peu les papilles et qui va bien avec la douceur du foie gras et la petite transition qu'on a derrière. Alors là, nos 25 minutes sont passées. On va sortir notre foie gras que l'on va mettre dans ce petit bac-là. Et là, maintenant, on va le mettre à refroidir au moins 24 heures. Hein, parce qu'il y a tous les arômes qui vont bien se refixer dessus. Donc là, on va le laisser un petit peu à température ambiante. Et quand il sera tiède, on le mettra en chambre froide. De temps en temps, on le retourne parce que le gras, il y a toujours le gras qui remonte au-dessus. On le retourne un petit peu, ça fait que le gras se met bien un petit peu partout. Quoique cuit comme ça fait pas tellement de gras, hein. Ça va lui faire une petite pellicule tout autour, mais sans plus. On a mis une réduction de vinaigre balsamique, un peu de baie rose, un peu de poivre concassé. C'est pour la décoration de l'assiette. Le poivre, on s'en sert selon le goût du client, qui peut en rajouter un petit peu et qui mange ça avec sur son foie gras. Ça fait que ça croque un petit peu sous la dent et ça parfume bien le palais et le foie gras. Ça, c'est un peu d'eau chaude, tout simplement. Pour bien couper un foie gras, pour qu'il soit beau, on prend un couteau, on le essuie un petit peu, ça se coupe tout seul. C'est pas que ça coupe simplement tout seul, mais on a une tranche bien lisse, bien belle. Voilà. C'est une petite pétale de mangue. Piquer ça dessus. Normalement, ça devrait tenir. On va mettre une petite fleur de sel, une petite touche, et puis on va mettre notre chutney. Pas glacé, température ambiante, et puis on va mettre ça sur une belle petite cuillère. Voilà. Et là, on a notre foie gras frais de canard.
chutney de mangue, réduction de vinaigre balsamique. Eh bien, bon appétit. Les premières neiges ont déjà blanchi les forêts de Tarentaise. Les chèvres sont rentrées dans les fermes où elles livrent leur dernière traite, enrichie par les herbes d'automne. Marie-Méry nous emmène chez Léa chercher un savoureux fromage de chèvre à Villaroger, à près de 1500 mètres d'altitude. La neige a donné le signal de l'hivernage pour les chèvres, qui étaient encore il y a quelques jours dans les champs autour du village. Il faut quand même toujours faire la relation entre le produit et l'endroit d'où il vient. Et ça, je crois qu'on le perd énormément. Oui, c'est ce qu'on appelle le terroir. Hein, je veux dire, chaque exploitation a un... Voilà, ça c'est vraiment l'expression du terroir, puisque c'est le terrain qui fait que... Qui fait la flore, en fait, la flore qu'on trouve dans le lait. Ouais. Et là, il y a moins de lait quand les Ah ben là, on va les tarir. Là, oui. Déjà, je les traite plus qu'une fois par jour, au lieu de 2. Puis tout doucement, chaque jour, j'en élimine 1 ou 2. Enfin, je les traite plus. Même en automne, elles mangent encore de l'herbe, mais le lait est déjà différent. Quand elles sont encore dehors en automne, oui, elles mangent de l'herbe, mais le lait est déjà différent. Il est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras. Enfin, ceci dit, on a des parcours, donc c'est très varié. Elles mangent un peu de tout, puis elles trient beaucoup. Hein. Les chèvres, ça trie énormément. Ah oui, c'est quand même exigeant. C'est très. C'est curieux, ça. Très, donc, et puis il faut les bouger tout le temps de place, enfin, quand on les garde. Hein. D'ailleurs, elles mangent beaucoup mieux quand on les garde que quand on les met dans un parc. On a des loups aussi. Ah oui, ça fait baisser aussi le lait. Ça fait baisser le cheptel et ça fait baisser le lait. C'est vraiment qu'il est là, tout près. Ah ben, on a été attaqué l'année dernière, donc je sais qu'il est là. C'est incroyable, les gens ne disent pas beaucoup. Non, ça se sait pas. Pascal va maintenant emmener Marie à l'affinage pour choisir les fromages les mieux adaptés à sa recette. Un bon fromage prêt à consommer, il a combien de jours de... Ça dépend du goût des gens. Les gens maintenant les préfèrent frais. Frais. Ah, moi je suis tout à fait d'accord. Et moi, oui, mais on a des amateurs pour des affinés. Alors ils deviennent tout durs, tout secs, tout secs. Ils sont très friables. Moi j'aime bien le plus frais possible. Parce que moi par exemple je vais proposer une recette de poire rôtie aux chèvres et pour que le chèvre nappe bien la poire chaude, il faut qu'il soit le plus frais possible. Pas trop frais non plus pour pas que l'eau du fromage coule, mais une pâte bien pâteux, bien crémeux. Ah ben ça, parfait. C'est tout. Vous m'en mettez 4. Pour faire un fromage, il faut combien de litres de lait? 10 litres de lait, ça fait 1,4 kg, 1,5 kg de fromage. Ah, carrément. Alors la recette, ce sont des poires rôties et des petites figues. Bon, on est en hiver, mais ce sont les dernières figues d'automne. Alors poires et figues rôties sur une petite salade de saison, petite salade d'hiver, aux chèvres frais de chez Léa. Voilà. Donc moi je prends des poires à battre. Ce sont des poires qui sont allongées, donc c'est plus joli dans la salade. Et surtout, ce sont des poires très fermes, pas trop sucrées. Donc d'une part, elles tiennent bien à la cuisson. Et ensuite, le fait qu'elle ne soit pas trop sucrée ne va pas quand même ennuyer la saveur un peu salée quand même du fromage de chèvre. Donc, je mets mes poires après avoir épluché. Je mets mes poires dans une casserole d'eau un peu citronnée pour pas qu'elles noircissent. Voilà. Donc, elles s'épluchent très très bien parce que justement elles sont pas trop, elles sont un peu fermes. Voilà. Donc elles vont cuire, on va dire 10 minutes. Hein. Faut pas qu'elles soient trop cuites. Donc lorsque les poires sont cuites, je les fais rôtir dans une poêle avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Voilà.
on va faire cuire. Les petites figues donc, que j'ai lavées, je coupe le petit pédoncule et surtout je les coupe en 4 de manière à ce que à la cuisson elles puissent s'ouvrir davantage et que la chaleur puisse aussi pénétrer un petit peu à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'introduirai les bouts de chèvre. Donc lorsque les poires sont assez dorées et les figues vertes, on va pouvoir glisser des petites tranches du bon chèvre de Léa. Voilà. Donc on peut tasser hein, parce que ça va fondre un peu. Voilà. Parfait parce que le chèvre est vraiment très souple, très crémeux. Moi, je sens à la cuisson comment le fromage de chèvre se développe sous l'action de la chaleur. Donc là, il y a vraiment des arômes qui sont très, très spécifiques à cette saison. Voilà, donc on laisse retire un peu tout ça. Le chèvre va fondre, va s'étaler un petit peu. Il faut qu'il soit quand même un petit peu tiède. Hein, qu'il grille un petit peu aussi. On peut ajouter un petit peu de cumin. Moi j'aime bien les épices. Voilà. Pas de sel, pas de poivre, hein, parce que le chèvre est déjà suffisamment salé. Et ensuite, voilà, je dispose ma petite poire. Alors moi j'aime bien la faire, voilà, les rôtis et les figues. Alors ça c'est une entrée vraiment très très facile, très rapide à préparer puisque on peut avoir des poires qui sont cuites au dernier moment, enfin un peu avant et au dernier moment les préparer comme ça, les faire rôtir. Les figues, ça demande vraiment très très peu de cuisson et on prend la salade du moment, c'est-à-dire en été des salades de mesclun, roquettes, etc. Et en hiver, on peut vraiment bien utiliser des salades un peu plus fermes comme par exemple de la trévise, des salades d'endives ou de la frisée. Alors c'est une recette qui s'adapte à toutes les saisons, sachant que évidemment moi en été je privilégie la figue parce que c'est vraiment le fruit de l'été, enfin l'été et l'automne, mais même jusqu'à en ce moment, début de l'hiver. Et puis bon, l'été moi j'ajoute mes petites fleurs de bourrache, les capucines, donc ça fait une salade vraiment très colorée, très jolie et une entrée quand même assez consistante. Hein.